Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Les sanctions contre le Zimbabwe prolongées par les États-Unis, le président Emmerson Mnangagwa n'a pas fait les réformes politiques et économiques nécessaires, se justifie l'administration Biden. Au moins 140 institutions et personnalités figurent sur cette liste en vigueur depuis près de 20 ans. Djibouti, un territoire à haute valeur stratégique pour les grandes puissances. Le pays, au cœur d'enjeux géostratégiques, héberge actuellement les bases militaires de 5 nations étrangères et plusieurs milliers de soldats provenant d'au moins 7 pays. Stimuler la production sucrière, objectif du gouvernement tanzanien qui veut en faire une véritable industrie, pilier de l'économie au cours des prochaines années. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a décrété mardi un deuil national de 3 jours suite au drame de Bata, le dernier bilan de l'explosion le 7 mars d'un dépôt de munitions fait état de 105 morts et 615 blessés, un bilan qui ne cesse de s'alourdir depuis dimanche. De nombreux bâtiments de la capitale économique ont été soufflés par la déflagration. Pour faire face à la situation, les autorités équato-guinéennes ont mobilisé tous les médecins du pays et exhortent la population à donner son sang. Un appel à l'aide internationale a également été lancé. Les États-Unis prolongent leurs sanctions ciblées contre le Zimbabwe. Le pays invoque la réticence du président Emmerson Mnangagwa à déployer des réformes politiques et économiques. Cette liste en vigueur depuis près de 20 ans vise certaines personnalités et institutions de ce pays englués dans une profonde crise économique et qui manque d'investissements étrangers. Mildred Diamou. Renouvellement des sanctions contre le Zimbabwe. Les États-Unis ont renouvelé leurs sanctions contre ce pays d'Afrique australe, faute de bonne gouvernance. Cette décision se justifie par la réticence du président Emmerson Mnangagwa à déployer des réformes politiques et économiques dans le pays. Les actions et politiques de certains membres du gouvernement du Zimbabwe et d'autres personnes sapent les processus démocratiques du Zimbabwe ou continuent de constituer une menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique étrangère des États-Unis. Le président Emmerson Mnangagwa n'a pas fait les réformes politiques et économiques nécessaires qui justifieraient la fin du programme de sanctions existant. Le gouvernement américain précise que la paix, la sécurité et le bien-être des populations sont menacés au Zimbabwe en raison de l'absence de réformes nécessaires pour garantir l'état de droit, la gouvernance démocratique et la protection des droits de l'homme. Au cours de l'année 2020, les forces de sécurité du Zimbabwe avaient commis plusieurs actes de violation des droits de l'homme, notamment contre les membres de l'opposition, les syndicats et les journalistes, selon le gouvernement américain. La décision des États-Unis de renouveler les sanctions contre le Zimbabwe est une mauvaise nouvelle pour le Zimbabwe. Et le pays essaye de faire des efforts en matière budgétaire, en matière de gestion des ressources et en matière de politique publique. Mais malheureusement, le pays n'arrive pas forcément à atteindre les résultats, d'où la décision des États-Unis de suspendre ou en tout cas de renouveler ces sanctions. Je pense que les États-Unis devraient en pleine période de Covid essayer d'être moins exigeants vis-à-vis du Zimbabwe. On sait que c'est un pays qui a traversé des difficultés majeures sous Robert Mugabe avec une hyperinflation galopante. Et je pense que les États-Unis devraient essayer de voir toutes ces difficultés-là et essayer d'ajuster en tout cas ces politiques afin d'appuyer un peu plus le Zimbabwe. Les États-Unis ont maintenu des mesures punitives de voyage et financières contre les autorités zimbabwéennes depuis 2003 pour des allégations de violation des droits de l'homme et de fraude électorale. Notons que l'Union européenne, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande maintiennent également leurs sanctions contre le Zimbabwe. Le mouvement de contestation au Sénégal appelle à manifester samedi prochain. Le mouvement exige notamment la libération immédiate des prisonniers politiques. Le mouvement de défense de la démocratie, le M2D, qui rassemble des partis d'opposition dont le PASTEF d'Ousmane Sonko, ainsi que des mouvements comme Y en a marre, avaient suspendu les manifestations prévues ce mardi et mercredi. Une pause après plusieurs jours de manifestations et violences qui ont fait au moins 5 morts selon le bilan officiel, 11 selon l'opposition.
En Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, ministre d'État et secrétaire général de la présidence, est nommé par le chef de l'État Alassane Ouattara Premier ministre à titre intérimaire. Il remplace temporairement donc le Premier ministre Ahmed Bakayoko, absent du pays depuis le 18 février pour raisons médicales. Siamlo Victoria Sedji. En Côte d'Ivoire, le secrétaire général de la présidence et ministre d'État Patrick Hachi a été nommé ce lundi 8 mars Premier ministre par intérim par le président Alassane Ouattara, de même que le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara. Téné Ouattara assurera lui l'intérim pour le poste de ministre de la Défense. Ces deux fonctions étaient assumées jusque-là par Ahmed Bakayoko, absent pour raisons médicales. Ça fait 3 semaines qu'il est absent. Le gouvernement était dans une période préélectorale et électorale, donc il n'y avait pas d'urgence. Maintenant, l'activité doit se poursuivre et il faut mettre le Premier ministre justement loin de cette pression et de cette angoisse liée à ses responsabilités de Premier ministre et lui permettre de se soigner de façon durable et apaisée. Séjournant à Paris en France depuis le 18 février où il doit faire une série d'analyses médicales, Ahmed Bakayoko a vu son hospitalisation être prolongée, comme l'indique ici ce communiqué de la présidence publié le 5 mars. Début mars, le chef de l'État s'est lui-même dit préoccupé par son état. Très peu d'informations ont filtré sur les raisons de son hospitalisation et sur son état de santé. La Côte d'Ivoire est au travail, on a en prière, en pensée pour le Premier ministre, on souhaite qu'il se rétablisse vite et le combat doit continuer. La satisfaction du Premier ministre sera justement que ce pays avance et que quand il est guéri, il vienne trouver la Côte d'Ivoire au travail. Il n'y a pas d'autre chose à voir derrière ces décisions faites pour que le pays fonctionne normalement. Depuis quelques jours, pourtant, la rumeur du décès de celui que les Ivoiriens surnomment le Golden Boy a envahi la toile. Plusieurs médias ont annoncé le transfert du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko dans un autre établissement en Allemagne, dans la matinée du 6 mars. Nommé en juillet 2020 après le décès de son prédécesseur Amadou Coulibaly, Ahmed Bakayoko avait contracté le Covid-19 à 2 reprises courant 2020 et souffert, selon ses proches, de paludisme. Au Bénin, Rekia Madougou, candidate des démocrates évincée du prochain scrutin présidentiel, est toujours en détention provisoire. La Cour de répression économique l'a inculpée pour financement du terrorisme. L'entourage de l'opposante qui demande sa libération continue de dénoncer ce qu'il qualifie de procès politique à quelques semaines de l'élection présidentielle. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Les femmes dénommées les Amazones de la famille politique du principal parti d'opposition, les démocrates, appellent à la libération de leur candidate Rekia Madougou. Interpellée dans une affaire d'association de malfaiteurs et financement d'activités terroristes, leur leader, la candidate recalée du parti Les démocrates Rekia Madougou, a été gardée à vue à compter du 3 mars 2021, puis incarcérée le 5 mars 2021 à la prison civile de Missérété après son passage devant le juge des libertés et de la détention de la Criette. La réponse du président Talon et du pouvoir de la rupture a été prompte. L'emblème que les démocrates ont voulu mettre en lumière a été exclu et envoyé à la Criette. Et comme pour mieux célébrer la journée de la femme, une section spéciale a été dans la foulée créée à la prison de Missérété avec comme première prisonnière Rekiatou Madougou. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme, les Amazones des démocrates ont magnifié Rekia Madougou. Au cours des primaires, les militants du parti de l'ex-chef d'État Thomas Boni Yahi, les démocrates, ont porté leur choix sur celle dénommée Amazone des temps modernes Rekia Madougou. À travers cette désignation, les démocrates ont révélé l'emblème de promotion de la femme via les instances politiques. Nous avons plus que jamais conscience que notre combat pour nous, les femmes du Bénin, s'inscrit dans la lutte globale et multiforme que mène notre peuple pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère.
Vive les femmes béninoises. Vive la Journée internationale de la femme. Liberté Arekiatou Madougou. A noter qu'après plus de 30 ans de pratique démocratique, c'est pour la première fois qu'une femme candidate à la présidentielle a été incarcérée en plein processus électoral. Contexte électoral également à Djibouti, avec une présidentielle qui doit se tenir là aussi en avril. Djibouti, pays prisé sur le plan géostratégique, car il offre un point d'appui stratégique à un État comme la France. Situé dans la Corne de l'Afrique, à la sortie de la mer Rouge, Djibouti tire ses quelques richesses de sa position stratégique grâce à la présence sur son sol d'installations militaires occidentales et plus encore une présence étrangère qui pose question. Le débat est d'ailleurs relancé en cette période électorale. Aïssatou Diamanka-Besland. À quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 9 avril 2021, les questions se posent sur la présence des bases militaires à Djibouti. Depuis 2017, ce pays de la Corne de l'Afrique, francophone et arabophone, accueille les principales armées de la planète, américaines, françaises et autres puissances étrangères. Cette présence des forces armées est-elle une force ou une menace pour la stabilité géostratégique du pays? À qui profite d'abord cette présence militaire? Pour certains analystes, la présence des bases militaires à Djibouti a un double objectif sécuritaire, celle commerciale avec la lutte contre la piraterie et ensuite celle de la sécurité intérieure avec la lutte contre le terrorisme. Il faut savoir que Djibouti aujourd'hui joue justement ces rôles-là et que la présence en tout cas de forces armées ici a un double objectif. Et c'est un double objectif dans lequel la République du Djibouti collabore jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire celle de la sécurité commerciale pour le monde et également celle de la sécurité intérieure des nations du monde. Donc je pense que beaucoup oublient cela. Aujourd'hui, Djibouti continue justement son rôle de collaboration avec l'ensemble de ces armées-là. Une des raisons pour laquelle d'ailleurs il y a autant de présence militaire ici. Si pour certains ce commerce des bases militaires pourrait porter atteinte à la souveraineté du pays, les autorités djiboutiennes de leur côté, qui disent conserver la totale souveraineté du pays, apprécient cette présence et conservent le droit de se désolidariser de ses locataires militaires aux retombées financières symboliques de 1% du budget national. Ce que je trouve vraiment regrettable, c'est que certains qui se disent de l'opposition spéculent aussi sur cette question-là et que je pense à un moment donné, ils doivent revenir à la responsabilité première qui est celle d'abord de parler à l'opinion publique de leur projet plutôt que de spéculer sur cette question-là. Je pense que c'est à la fois irresponsable et regrettable. Près de 2900 hommes de l'armée française appartenant à l'armée de terre, de l'air, mais aussi à la marine nationale, sont stationnés dans le pays. La base de Djibouti est la première des 3 autres bases françaises permanentes sur le continent africain, situées à Dakar, Libreville et La Réunion. Pour son développement, la Tanzanie mise de plus en plus sur son sucre. Le secteur sucrier en Tanzanie bénéficie de conditions naturelles assez propices. Certaines régions disposent de sols très fertiles. Les acteurs de la filière veulent tirer profit de ces conditions et pour les années à venir, les autorités voient grand avec une production totale de 700 000 tonnes d'ici à 2025. Marie-Raphaël Antolo. En Tanzanie, le ministre de l'Agriculture, Nyaseboa Shimagu, a fait savoir que ces nouvelles variétés de canne à sucre élaborées par les instituts de recherche ont récemment été approuvées dans le pays. À cet effet, les autorités précisent que la vulgarisation de ces variétés adaptées aux conditions locales auprès des exploitants permettra d'améliorer la production de tiges de canne à sucre dans le pays. Selon les prévisions des autorités tanzaniennes, l'industrie sucrière nationale pourrait produire 700 000 tonnes de sucre d'ici 2025 contre environ 440 000 tonnes en 2019 grâce aux efforts déployés dans le secteur.
Les conditions de production doivent être les conditions qui répondent aux meilleures performances possibles. Ça veut dire qu'en fait, il faut des exploitations industrielles avec une agriculture intensive bien faite. La seule limite pour un pays comme la Tanzanie, c'est la disponibilité des terres, parce qu'il faut savoir quand même que les cannes à sucre, l'usine sucrière utilisent énormément de terre et énormément d'eau. En Tanzanie, la demande en sucre s'élève à plus de 700 000 tonnes par an. Selon certains observateurs, le pays importe plus de plantes qu'il n'en cultive. L'industrie de la transformation sucrière tanzanienne emploie près de 30 000 personnes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réveil patriotique et l'un des faits déclencheurs, c'est cette crise de pandémie de Covid-19 qui a réveillé tout le monde sur la nécessité de domestiquer la production. Et je pense que si les pays africains et la Tanzanie fait bien de pouvoir se lancer sur des étendues assez importantes, elle pourra en ce moment-là produire à des coûts acceptables, mais surtout accepter qu'au début, même à des prix un peu plus élevés, les gens soient en mesure de consommer local. Ceci contribue au renforcement de l'économie. S'agissant de la transformation du sucre, de nouveaux projets d'augmentation de la capacité de l'industrie sont en cours au niveau des usines des principaux fournisseurs de sucre du pays, notamment Kilombero Sugar, Kagero et Bakresa. Soulignant qu'entre 2015 et 2019, le secteur sucrier a réussi à faire passer sa production de 250 000 tonnes de sucre à environ 139 000 tonnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.